L'assainissement de la ville de Conakry, un récurrent problème. Le nouveau ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire veut comprendre le processus de traitement. Dr Ibrahima Kourouma et des responsables de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique se sont rendus sur les sites de la décharge de la minière et celle de Kagbili. 24 milliards de francs guinéens, c'est le montant qui avait été débloqué pour la construction d'un abattoir moderne à Kagbili. Mais depuis 2015, les travaux sont à l'arrêt. Ce soir, on s'intéresse à ce dossier. On va essayer de comprendre ensemble où se trouve le blocage. Développement local, les populations de la région administrative de la Haute-Guinée peuvent désormais profiter d'un centre commercial. Il est baptisé Liquida. L'édifice comprend plus de 200 boutiques de tout genre ainsi que des bureaux. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette édition d'information. La première revue annuelle des établissements publics à caractère administratif EPA a clos ses travaux hier ici même à Conakry. Durant 3 jours, les techniciens des services publics ont réfléchi sur les modes de suivi des dépenses de l'État en vue de mieux sécuriser les recettes. Ils ont par la suite formulé des recommandations pertinentes dans le but d'améliorer le cadre de gouvernance et de gestion des EPA. Compte rendu, Maïmouna Diallo. Qualifier davantage la gouvernance financière et administrative des établissements publics administratifs du pays est l'ambition de cette revue annuelle organisée par le ministère du Budget. Au terme de 3 jours de réflexion et d'intenses échanges, les participants ont formulé des recommandations en rapport avec les besoins exprimés par les uns et les autres. Il s'agit, entre autres, de l'institutionnalisation de la journée des EPA, de l'organisation d'un atelier d'élaboration d'un code de bonne conduite et d'une charte des EPA, de l'élaboration d'un plan stratégique triennal des EPA 2018-2020, le paiement des cotisations internationales pour les EPA affiliés aux organisations internationales, la prise en compte de la partie investissement des subventions au niveau des EPA, l'augmentation de l'allocation des ressources financières au niveau des EPA. Après avoir abordé la synthèse des différentes présentations au regard des 4 piliers du Plan national de développement économique et social, le comité technique en charge d'examiner la gouvernance de tous les établissements publics administratifs semble mesurer le chemin à parcourir. Le comité technique propose 3 résolutions. Institutionnalisation de la revue annuelle des établissements publics administratifs de l'État en République de Guinée. Résolution numéro 002, création au ministère du budget d'un service dédié du suivi des établissements publics administratifs de l'État en République de Guinée. Résolution numéro 003, transmission des comptes financiers certifiés et approuvés par les conseils d'administration au ministère du budget au plus tard le 30 juin de l'année suivante, c'est-à-dire l'année qui suit l'exercice. Un point de presse a sanctionné cette première édition de la revue annuelle des EPA. Le ministre du Budget appelle les chefs des départements ministériels, les responsables des établissements publics administratifs, les présidents des conseils d'administration et les comptables publics à jouer pleinement leur rôle pour atteindre les objectifs de cette revue attendue aux résultats. Conakry, un récurrent problème. Pourquoi les rues sont-elles devenues le lit des ordures ménagères? Qui doit ramasser ces ordures qui jonchent la capitale? Ces questions taraudent le nouveau ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire qui veut comprendre le processus de traitement. Dr Ibrahima Kourouma et des responsables de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique se sont rendus sur les sites de la décharge de la minière et celle de Kagbili. Le constat dans ce reportage de Saint-Martin Francina Dounou. Le centre d'enfouissement technique de la minière dans la commune de Ratoma, connu sous le nom de Kombos dans le quartier Dar es Salaam. Depuis les années 80, il sert de dépotoir des déchets produits à Conakry. Pour améliorer le fonctionnement du site, le gouvernement, avec l'appui de la Banque mondiale, a financé en 1998, au compte du deuxième projet urbain, les travaux de construction de 2 voies d'accès, de la réalisation de caniveaux de drainage des eaux pluviales et des drains de récupération des eaux usées, avec une bande de protection
Les occupations étaient interdites jusqu'à 10 mètres. Après l'éboulement du site qui a causé des morts, le nouveau ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire s'y rend sur le site. Il mesure l'ampleur des occupations illégales qui mettent en danger les populations. Combos aujourd'hui est une situation extrêmement compliquée pour notre pays parce que ce que nous constatons est très grave. Il y a une agression de la population en ce qui concerne le site qu'on s'est réservé pour le dépôt des déchets. Malheureusement, ce qui se passe sur les 25 hectares, la population est non seulement venue s'installer aux alentours, mais elle a même pénétré la superficie. Nous sommes venus aujourd'hui faire un constat, regarder en tant que ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, faire un rapport, nous allons faire un rapport au gouvernement afin que des décisions soient prises pour que ce que nous constatons ici aujourd'hui prenne fin. Pour résoudre cette problématique de transfert et de traitement des déchets, le site de Kagbeling a été choisi suite à une étude réalisée par la GTZ en 1993 sur financement de KfW. D'une superficie de 60 hectares, ce domaine réservé est aujourd'hui morcelé. Les autorités en charge de la gestion de la terre en Guinée promettent d'enclencher une vaste opération de déguerpissement des occupants illégaux. Une fois récupéré, ce site va aider à la réalisation des projets de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité. Au même moment, les études d'impact environnemental seront menées par le ministère de tutelle. Il est prévu que ce site soit aménagé pour en faire un centre d'enfouissement technique pour produire de l'électricité. Et cette électricité sera vendue aux unités industrielles qui évoluent dans cette zone. Voilà notre schéma à ce niveau-là. Et s'agissant de la minière, vous savez, la minière a été choisie dans les années 80 pour une population de 800 000 habitants, la ville de Conakry. Et il était prévu au départ de délocaliser la minière au-delà de 20 ans, c'est-à-dire en 2005, sur un espace de 25 hectares. Nous sommes en 2018. La population de la capitale est maintenant de 1 800 000 sur un espace qui fait moins de 25 hectares. Vous voyez un peu la contrainte. Conakry produit 1200, 1300 tonnes de déchets par jour. L'agence évacue aujourd'hui 24 000 tonnes de déchets par mois. Le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, l'Agence nationale de l'assainissement et le ministère de l'Environnement se mettent désormais ensemble pour réussir le combat contre l'insalubrité de nos villes. 24 milliards de francs guinéens, c'est le montant qui avait été débloqué pour la construction d'un abattoir moderne à Kagbeling. Un site était même identifié pour lancer le projet. Mais depuis 2015, les travaux sont à l'arrêt. Ce soir, on s'intéresse à ce dossier. On va essayer de comprendre ensemble où se trouve le blocage. Dossier d'enquête du jour avec Aboubakar Junior Camara. La Guinée n'a toujours pas son abattoir moderne. Pourtant, depuis 2012, les travaux de construction de cet établissement public ont été lancés à Kagbeling. Le gouvernement a débloqué 24 milliards de francs guinéens pour réaliser ce projet. Ce montant a été revu à la hausse pour augmenter la capacité de production pour un montant additionnel de 15 milliards de francs guinéens. Aujourd'hui, le budget national de développement entame le paiement de ce montant additionnel par tranche. 5 milliards 522 millions sont disponibles pour l'année 2017. Mais sur le terrain, les travaux sont toujours arrêtés. Quand le ministre s'est rendu compte que les particuliers là, ne s'intéressaient pas, il a accepté qu'on parte vers le budget et puis poser le problème. Donc la programmation récente là, passée, on est allé voir au niveau du plan pour poser le problème. C'est là où le plan nous a dit que vous avez de l'argent sur la ligne. Depuis l'année dernière, vous avez plaidé, on vous a inscrit. Donc allez utiliser d'abord ce que vous avez sur la ligne. Maintenant, le gap, on le trouvera encore pour vous permettre de finir les travaux. Nous sommes revenus à l'élevage rencontrer le ministre et le directeur national des productions industrie animale, qui est le maître d'ouvrage délégué, a fait une requête demandant au ministre d'accepter l'utilisation de ce montant dans le sens de la recommandation de la commission interministérielle. Pour l'entrepreneur, ce montant a permis de réaliser le bloc principal, le hangar des opérateurs, le bloc administratif, le logement des cadres, les bureaux et toilettes, l'infirmerie et un forage de 5000 litres heure. Depuis 2015, la chaîne d'abattage, le système de traitement des déchets, le système frigorifique et les 2 groupes électrogènes de 28 kVA chacun sont déjà disponibles. Ce rapport, conclusion à la page 21,
Les travaux exécutés à ce jour n'appellent aucune remarque particulière, sont exécutés dans les règles de l'art et sont en très bon état. Donc, jusque-là, moi, entrepreneur, alors je parie que l'entreprise n'a encore aucune défaillance jusque-là. Une commission interministérielle a travaillé, résultat, pas de problème. Une commission internationale a travaillé, résultat, pas de problème. Mais toujours, une communication en Conseil des ministres n'a pas été faite pour que le budget alloué au département puisse être mis en exécution pour aller vers l'achèvement de ce projet. En attendant de voir clair dans ce projet de construction de l'abattoir moderne de Kagbélé, les bouchers continuent d'abattre les animaux, à même le sol, ce qui n'est pas sans conséquence sur la qualité de la viande, mais aussi sur la santé des populations. On demande l'aide pour faire finir l'abattoir, pour que tout le monde quitte par là, pour aller là où on trouve l'abattoir moderne à Kagbélé. Une fois achevé, l'abattoir de Kagbélé aura une capacité de production de 10 000 tonnes de viande par an, avec une offre de 200 emplois directs. Il deviendra ainsi la première infrastructure du genre dans la sous-région. Un dossier à suivre. Signature de partenariat entre la Chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat guinéen avec celui du Rhône en France. Cette convention porte sur la valorisation des produits locaux. Les deux parties prévoient par ailleurs de faire la promotion des projets guinéens sur le marché international. La synthèse de la rencontre avec Makemedozo. Le partenariat entre les chambres de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, d'artisanat de Rhône en France dure depuis 2 ans. Les deux chambres travaillent sur un projet de croissance des capacités des services adaptés aux besoins des entreprises. Ce jeudi, un accord est signé. Les projets locaux seront mieux valorisés. Il y a vraiment une avancée, je dirais, il y a une structuration des services, il y a chaque agent a une fiche de poste, c'est ce qu'il doit faire, c'est ce qu'il doit amener à leurs ressortissants. Donc c'est important, je dirais, ces actions. Plus ils en feront, plus je dirais, les commerçants, les artisans et les industriels seront contents de leur chambre et plus viendront ici pour demander des services. Cette convention permettra la mise en œuvre des projets axés sur la qualification des produits commerciaux. Nous sommes satisfaits depuis 3 ans. Nous sommes sur ce projet et nous sommes à la fin de ce projet. Et je pense que nos partenaires sont satisfaits de ce qu'ils nous ont apporté comme formation. Et nous aussi, nous sommes très contents du résultat que nous obtenons aujourd'hui après ces formations. En 2014, une résolution du Comité des États étrangers de l'Agence française de développement a répertorié 7 chambres consulaires africaines, dont celle de la Guinée, à soutenir dans le cadre d'un plan de développement local. Demain, vendredi 8 septembre, sera célébrée la Journée internationale de l'alphabétisation. Instituée par l'UNESCO en 1946 à Téhéran, elle permet aux décideurs d'approfondir les réflexions autour de la question. En Guinée, des efforts sont en cours pour offrir à tous le savoir, rassure le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation dans une déclaration que nous commente Mamadi Terna Kamisoko. Selon les chiffres officiels, 65% des Guinéens ne savent ni lire ni écrire. Le défi interpelle le ministère de l'alphabétisation, d'où la promotion d'initiatives visant à offrir aux jeunes et aux adultes un savoir et des compétences. J'ai l'intime conviction que notre victoire sur l'analphabétisme est inéluctable et réside surtout dans notre capacité à fédérer tous nos efforts dans un partenariat dynamique et fécond. Sans prétendre être excessif, sur le bilan de mon département dans le sous-secteur de l'alphabétisation, j'évoquerai simplement des choses. La campagne nationale d'alphabétisation lancée en décembre 2016 pour un public de 200 000 apprenants, encadré par 3 800 enseignants alphabétiseurs formés et outillés. À cet effet, 16 livrets de lecture, écriture et de calcul de niveau 1 ont été élaborés dans les 8 langues nationales par le cadre de la Direction nationale de l'alphabétisation
de l'éducation non formelle et de la promotion des langues nationales. 108 centres fonctionnels sur 216 NAFA ou écoles de la seconde chance ont également bénéficié avec l'appui des PTF d'un apport en équipement. Pour gagner le pari, le gouvernement donne de la voix dans la promotion des langues nationales. Cette année, 240 000 livrets seront mis à la disposition des apprenants. Déjà, la création des centres de lecture à travers l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, suscite de l'espoir pour une meilleure éducation en Guinée. Cette année, la journée internationale de l'alphabétisation est célébrée à un moment où notre pays assume avec beaucoup de fierté l'événement Conakry, capitale mondiale du livre, qui, je n'en doute pas, impulsera le développement d'un environnement lettré à travers des bibliothèques villageoises, véritable espace privilégié de pérennisation des acquis des néo-alphabètes. Instituée en 1946 à Téhéran, la Journée internationale de l'alphabétisation vise à approfondir la réflexion sur la question. L'événement est célébré cette année sous le thème « L'alphabétisation dans un monde numérique ». Page santé de cette édition, ils tiennent leur 3e conférence sous-régionale sur les défis sanitaires post-Ebola à Conakry. Des experts venus de la Sierra Leone, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Libéria et de la Guinée harmonisent leur point de vue sur les stratégies nationales de gestion de la maladie à virus Ebola et les mécanismes de riposte à toutes les épidémies en Afrique de l'Ouest. Le point avec Sori de Kérard. L'harmonisation des méthodes de riposte aux épidémies est l'approche envisagée par les pays membres de la sous-région ouest-africaine pour réussir le combat contre le fléau. Cette 3e conférence sous-régionale sur les défis sanitaires post-Ebola propose de nouvelles stratégies de riposte. Il s'agit de consolider les acquis déjà obtenus par les pays membres. Il y a vraiment plusieurs dimensions à cette maladie, donc ils ont décidé de prendre du recul, de se réunir, mutualiser leurs efforts, approcher les différents partenaires techniques et financiers qui accompagnent la prévention et la lutte contre la maladie pour former un consortium. Il est connu sous le nom du consortium ouest-africain pour la recherche clinique. L'objectif d'une rencontre comme celle-ci, c'est encore une fois de prendre un pas en arrière et analyser les maladies à potentiel épidémique dans toutes leurs dimensions. La rencontre mobilise les spécialistes en épidémiologie de la sous-région et les experts des États-Unis et de l'Europe. L'intérêt des discussions requiert les orientations stratégiques des partenaires du secteur comme l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS fixe les normes et également les critères de qualité en lien avec toute la communauté de recherche internationale. Elle apporte un appui au centre d'excellence et elle aide aussi à la mise en œuvre et à la mise en place de centres collaborateurs pour renforcer l'appropriation au niveau pays, au niveau des États membres, au niveau régional, comme indiqué par les résolutions de l'Assemblée mondiale de la santé, du Comité régional et de l'Union africaine, dont vous savez que la Guinée est le fer de lance actuellement. Outre les 3 pays les plus touchés par la dernière épidémie de la maladie à virus Ebola, les représentants du Mali et de la Côte d'Ivoire sont aussi présents à la rencontre de Conakry. Il y a un adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». Je pense que c'est d'actualité. Et il y a un autre qui dit « lorsque la case de ton voisin brûle, il faut chercher de l'eau ». Alors nous sommes là, nous n'avons pas notifié de cas, mais nous sommes restés en alerte maximale durant ce temps où nos pays frères vivaient l'épidémie à virus Ebola. Parce qu'après tout ce que nos pays ont vécu, il est bon que de manière collégiale, de manière forte, nous puissions mettre toutes nos énergies ensemble pour pouvoir assurer la riposte efficace. À l'issue des travaux de la 3e rencontre sous-régionale, le programme de relance et de résilience des systèmes de santé des pays devait connaître un coup d'accélérateur. L'expertise des 200 participants vise surtout le renforcement des capacités de recherche dans la riposte aux épidémies. Lutte contre le VIH-Sida en Guinée. Les spécialistes de la prise en charge intègrent les nouvelles technologies de l'information dans la riposte. Des médecins prennent part à une formation en ligne sur la question. L'objectif est clair, réduire le taux de prévalence de la maladie en Guinée. Le point avec Mohamed Salouba.
Avec un taux de prévalence de 1,7%, la Guinée dispose de 60 centres de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. Pour intensifier la lutte contre la maladie, les médecins s'approprient les technologies de l'information et de la communication. Ces spécialistes de prise en charge approfondissent leurs connaissances en ligne. Nous attendons de cette formation de doter les prestataires d'une approche qui permettrait au pays d'avoir un moyen de renforcer les compétences et les connaissances des agents qui sont impliqués dans la prise en charge du VIH-Sida en Guinée. Ces médecins vont profiter des opportunités offertes par les technologies numériques pour améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH. Après 3 jours de formation, ils vont intégrer des forums de discussion en ligne pour échanger avec d'autres professionnels de santé à travers le monde. L'objectif de cette formation, c'est d'adapter un cours en ligne qu'on a utilisé pendant plusieurs années et de le contextualiser ici en Guinée pour faire la formation des formateurs, pour mettre plus à l'aise les collègues qui travaillent ici avec la prise en charge des patients VIH positifs. Nous devons intégrer aussi le cours en tenant compte de nos réalités guinéennes, en zone rurale et dans les zones urbaines comme à Conakry. Donc c'est ce travail justement que pendant ces 3 jours, le travail qui a commencé aujourd'hui, c'est de voir comment adapter le cours au contexte guinéen pour que celui qui est aussi bien dans le CHU que le praticien qui se trouve au centre de santé, il puisse avoir des approches permettant à donner une prise en charge de qualité aux personnes vivant avec le VIH. Cette formation est le fruit de la coopération guinéo-belge, une synergie pour réduire le taux de prévalence du VIH-Sida en Guinée. La Guinée, dans la perspective de l'organisation des élections locales. Les commissaires de la CENI ont échangé avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée. Le diplomate américain a réaffirmé la volonté de son pays d'accompagner le processus démocratique de la Guinée. Il est au micro de Seydou Diallo. Avec mon retour, c'est de voir où nous sommes avec l'avancée vers les élections locales. Je vois que maintenant, après un an de discussions politiques, les actions de législatifs, alors maintenant, finalement, la CENI a reçu toutes les instructions nécessaires. Maintenant, c'est de faire le travail technique pour avancer vers les élections. Alors, c'était de voir comment ils sont organisés maintenant. L'année prochaine, il y aura le prochain comité de suivi avec la participation de CENI où il peut montrer quels sont les détails, le chronogramme, quelles sont les questions techniques pour avancer. Alors, c'était de renouveler ces contacts avec le CENI et de faire notre part pour aider avec le processus électoral. Des cadres du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation viennent d'achever une formation en gestion des bases de données. L'initiative est du PACV 3 sur financement de la Banque mondiale et de l'Agence française de développement. Mohamed Lamine Camara. Durant 2 semaines, les cadres des services centraux du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, élargis à ceux du gouvernorat et du programme d'appui aux communautés villageoises, se sont familiarisés avec l'outil informatique. La stratégie vise à amener ces acteurs à une maîtrise du numérique. Ils sont appelés à gérer les bases de données de suivi et évaluation du PACV et du département des tutelles. Aujourd'hui, l'enjeu est de sorte que la connaissance de l'outil informatique est indispensable. Alors, à l'effet de cela, nous avons eu à dérouler intégralement le bouquet de Microsoft. Ce qui veut dire que nous avons appris du point de vue logiciel, le Windows, le Word, l'Excel, PowerPoint et la navigation Internet. C'est un plus pour tous ceux qui ont eu à suivre cette formation. Parmi les priorités du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, la formation des cadres figure en bonne place. Pour la réussite de cette initiative, l'expertise du cabinet Matcom Guinée a été sollicitée. Le système de formation est un système adulte.
qui est basé sur l'andragogie adulte et qui fait que nous avons tenu compte de leurs préoccupations administratives, des préoccupations sociales afin de donner le programme de formation qui est adapté. Qui parle de base de données parle de capacité en informatique. Donc, envisager un programme de capacitation des cadres du département est en droite ligne avec cette activité de mise en place et de rendre fonctionnelle la base de données que nous sommes en train de mettre en place. Au terme de cette formation, les cadres se disent armés pour mieux restituer les expériences acquises au bénéfice des services respectifs. D'une formation à une autre, celle-ci se tient dans la commune urbaine de l'Abbé. Des cadres des collectivités déconcentrées sont en conclave pour renforcer leurs capacités dans la gouvernance locale. La démarche participe du ministère de l'administration du territoire à travers le Centre national de formation et de perfectionnement de Sérédou. Reportage Valérie Talimané. Rendre performantes les ressources économiques et humaines en Guinée, c'est l'une des missions du département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Cette volonté est matérialisée ici à l'Abbé par l'organisation d'une formation des formateurs. La mise est assurée par le Centre national de formation et de perfectionnement des cadres de Sérédou en partenariat avec le PACV3. L'amélioration des performances des élus et des acteurs pour une mise en œuvre effective de la décentralisation, faisant des collectivités locales des entités de développement dans lesquelles tous les acteurs se mobilisent pour la gestion plus efficace, démocratique et responsable des services et des ressources est l'un des soucis majeurs du gouvernement guinéen. Nous pensons que les participants ont été suffisamment outillés et qu'à la sortie de cet atelier, avec la stratégie de démultiplication, ils seront capables donc d'appuyer activement les différents acteurs, notamment les collectivités locales qui bénéficient des interventions du PACV. Cette rencontre des acteurs au développement local dans la cité de Karamoko Alpha Molabé porte aussi sur la recherche des moyens nécessaires à la gestion efficace des affaires des collectivités locales. Le rôle et la responsabilité dans la collaboration entre les services publics et les populations riveraines devraient ainsi faciliter la gouvernance locale. C'est un module qui nous a beaucoup intéressés. Ça permet de qualifier la décentralisation à la base et surtout permettre au leadership, c'est-à-dire aux élus, d'avoir un leadership qui puisse mener les hommes à bien travailler, à faire la collaboration et la gouvernance interne dans nos collectivités. La rencontre mobilise 49 cadres des services techniques déconcentrés et décentralisés, les élus locaux et les organisations de la société civile guinéenne. Développement local, les populations de la région administrative de la Haute-Guinée peuvent désormais profiter d'un centre commercial baptisé Liquida. L'édifice comprend plus de 200 boutiques de tout genre ainsi que des bureaux. L'œuvre est d'un fils du terroir. L'inauguration de l'infrastructure s'est faite en présence du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, Ibrahima Keïta. Au cœur de la ville de Kankan-Nabaya, dans le quartier Kouriali, le tout nouveau centre commercial digne de nom, le centre Liquida, il vient ainsi donner une autre image à la beauté architecturale de la ville de Kankan. C'est l'œuvre d'un des fils du terroir qui répond ainsi à l'appel du chef de l'État. Le président de la République a toujours demandé aux Guinéens d'investir utile. Mais quelles sont les caractéristiques du nouveau centre commercial Liquida de Kankan? Ce centre commercial que nous inaugurons aujourd'hui est bâti sur une superficie de 3200 m². Il compte 225 boutiques et bureaux de 14 m² à 280 m². Et cela du rez-de-chaussée au 3e étage. En dehors des magasins et bureaux, on y trouve également une mosquée pour les fidèles musulmans, des toilettes publiques, un groupe électrogène de 100 kVA, de l'eau courante, un service de salubrité
et un service de sécurité qui y veille 24 heures sur 24. Dans cette lancée, les différents intervenants, après avoir apprécié la politique d'ouverture du président de la République, professeur Alpha Condé, diront que Nabaya reste une ville ouverte aux bonnes initiatives d'où qu'elles viennent. Pour le ministre de l'administration du territoire, le promoteur de cette œuvre a osé là où beaucoup ont hésité. Le premier constat, c'est forcément la reconnaissance de la baraka du promoteur de cette œuvre et de sa famille. Deuxième constat, le centre porte le nom de son illustre père, que Kankan a connu. La famille Dabo a donné des célébrités à la ville de Kankan. Mais quand vous voyez des œuvres comme ça, tout de suite, vous avez quelques petits soucis, des inquiétudes. Est-ce que la conviction que le promoteur a eue, les Kankanais auront la même conviction? Après la lecture du Saint-Courant et les bénédictions du matin, la cérémonie n'a pas failli à la tradition avec la danse Mamaya, où, à travers des pas de danse, les femmes ont magnifié leur reconnaissance au promoteur de cette œuvre. Et puis, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 sera organisée en Guinée. Quelques semaines après sa prise de fonction, le ministre Sanoussi Bantamasso s'active auprès des associations sportives pour obtenir l'appui de la presse dans les préparatifs de ces joutes sportives. Insécurité, on en parle encore. Hier nuit, des coupeurs de route se sont attaqués à une équipe de la RTG à Koya. Nos collègues ont été dépouillés de leurs biens et équipements. Les forces de sécurité promettent de s'investir pleinement pour retrouver les assaillants. Abdoulaye Diallo. Outre les nombreux accidents de la circulation causant d'énormes conséquences, la route a aussi d'autres acteurs nuisibles. Il s'agit des coupeurs de route et de leurs corollaires. Des hors-la-loi s'attaquent aux paisibles citoyens et à leurs biens. Dans la commune urbaine de Koya, par exemple, nos collègues journalistes de la radio-télévision guinéenne ont été attaqués hier nuit aux environs de 22 heures par des inconnus. Les malfrats ont réussi à emporter plusieurs objets de valeur, y compris une caméra de la télévision nationale. Quand on a dépassé le pont de Kaka, on est en train de descendre, il y avait un camion devant nous, le chauffeur filait pas trop. Donc il y a une partie un petit peu dégradée. Avec les secousses, moi j'ai entendu un bruit derrière, comme si la portière de derrière était en train de s'ouvrir. Donc pour moi c'est à cause des secousses ou qu'elle n'était pas bien fermée au début. J'ai dit au chauffeur, maître, attention, ta porte, la porte de derrière. Il m'a dit non, la porte est fermée. Il n'a même pas fini de dire ça. Déjà, ils avaient ouvert. Comme c'est la nuit, souvent il y a un voyant qui s'allume derrière. Donc, on a vu la lumière. Dès qu'on a vu la lumière, j'ai vu deux jeunes courir et essayer d'extirper tout ce qu'ils pouvaient du coffre de la voiture. J'ai compris automatiquement que c'était certainement des coupeurs de route, des bandits. Donc, quand je me suis mis à crier, mon ami Bangali qui était à côté de moi s'est réveillé brusquement. Et on a demandé au chauffeur de s'arrêter. Il s'est arrêté. Déjà, les sacs, la caméra, le sac de la caméra, mon sac personnel où il y avait l'ordinateur, les habits et autres choses comme l'argent, il y avait plein de choses dedans. Ils ont fait tomber les deux sacs là. Donc quand on est descendu, automatiquement moi je suis descendu. Pour moi c'est des petits bandits qui vont courir tout de suite parce que souvent quand tu t'arrêtes, une voiture, fumée et tout ce qu'il y a autour, en général les gens quand tu t'arrêtes ils ne vont pas riposter. Donc quand je suis descendu, eux ils n'avaient pas couru. J'ai voulu m'approcher du gars, il s'est mis à insulter, il a insulté et automatiquement il a fait un geste comme s'il voulait sortir son arme pour en faire usage. Donc automatiquement mes amis m'ont dit non, laisse tomber, ils vont te tuer, on va aller. Donc tout cela s'est passé en pratiquement quelques secondes. Aussitôt informés, les forces de sécurité de la préfecture de Koya se sont mises sur pied pour traquer les malfrats. La déclaration a été faite au niveau du commissariat. Aussitôt, nos éléments qui étaient là sont venus sur les lieux, mais ont trouvé que les bandits ont pris la poudre d'escampette. Et on a appelé aussi la BAC qui est venue appuyer l'équipe du commissariat, mais à vain. Toujours est-il que notre enquête, nous sommes sur les enquêtes parce que dès le matin, nous connaissons ces lieux et c'est une pratique qui est courante. Il y a de cela un an, il y a eu un même cas de vol à ce niveau, mais on a pu mettre main sur l'élément et il a été déféré. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà envoyé les hommes sur le terrain pour la continuation des enquêtes.
Selon les citoyens de la préfecture, Koya est devenu le lieu de refuge de tous les hors-la-loi qui opèrent souvent dans la capitale guinéenne. Voilà, une enquête est ouverte pour retrouver les malfrats. Au chapitre des sorties littéraires, son éminence Robert Cardinal Sarah a présenté aujourd'hui son nouveau livre à la presse. Il est intitulé « La force du silence ». L'ouvrage interpelle chacun à consacrer sa vie à des bonnes actions. Marie-Angélique Bangoura. Dieu ou rien et la force du silence. Ce sont deux œuvres littéraires de son éminence Robert Cardinal Sarah. La force du silence, son tout nouveau livre dépeint le caractère spécifique de l'être humain. Il relate également le comportement de plusieurs personnes qu'il a rencontrées au cours de sa vie sacerdotale. L'auteur qualifie l'homme silencieux de celui qui est capable de prôner la paix, la sérénité, la confiance et la foi en Dieu. Dans mon nouveau livre, La force du silence, j'ai donc voulu inviter les chrétiens, mais aussi tous les hommes de bonne volonté, à entrer dans le silence. Car, à mon avis, sans le silence, nous demeurons dans une illusion mortifère. En effet, la seule réalité qui mérite notre attention, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est silencieux. Il attend notre silence pour se révéler. Un silence contemplatif, adorateur et débordant d'amour. Sans le silence, tout manque de sérieux et reste vain. Comme dans tous ces deux ouvrages, le cardinal Robert Sarah, d'origine guinéenne, consacre ses textes à la vocation religieuse et fait son propre constat de la situation sociopolitique du pays. L'homme silencieux peut paraître comme étant un homme encombrant, ou du moins importun, un homme de trop. Telle est la raison profonde des crimes abominables qui sont commis chaque jour et du mépris à l'égard des pauvres et des démunis, du déchaînement de violence des hommes de notre temps contre la vie, en particulier contre ces êtres silencieux que sont les enfants qui ne sont pas encore nés, contre les malades ou les personnes en fin de vie. Tous ces êtres que l'on méprise ou que l'on massacre sont pourtant les prophètes magnifiques du silence. Désormais, ces livres sont comptés parmi ceux existant dans le répertoire de Conakry, capitale mondiale du livre. Les hommes de lettres et acteurs de la culture saluent ce produit littéraire. Nous sommes très heureux de présider cette cérémonie de dédicace des livres du cardinal Robert Sarah dans le cadre de l'événement Conakry, capitale mondiale du livre 2017. Le moment est aussi opportun de vous remercier et de vous féliciter pour ce travail remarquable d'écriture et de diffusion que vous faites dans le monde. Mon cardinal, la Guinée, votre pays, est fier de vous. Vous êtes à la hauteur de la confiance placée en vous par le Saint-Siège. Après donc son premier livre, Dieu ou rien, vendu à 400 000 exemplaires dans le monde entier et traduit dans toutes les langues d'Europe, le deuxième ouvrage de son éminence Robert Cardinal Sarah, intitulé La force du silence, retient l'attention des lecteurs. Il sera disponible la semaine prochaine dans toutes les librairies de la capitale à travers l'Harmattan Guinée. Et ce communiqué avant de refermer ce journal, le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique a la profonde douleur de porter à la haute attention du président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, du peuple de Guinée, le décès de M. Idrissa Kamara, journaliste, directeur national du livre et de la lecture publique. Décès survenu le lundi 4 septembre 2017 à la clinique Horizon Santé de Monastir en Tunisie, des suites de maladies. Le ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique informe que les obsèques se dérouleront selon le programme ci-après.
Vendredi 8 septembre 2017, levée du corps à 8 h à la morgue de l'hôpital Ignace Dine, suivi de l'exposition du corps à 9 h 30 au Palais du Peuple, où les hommages lui seront rendus par la nation reconnaissante. L'inhumation est prévue au cimetière de Hamdallaye Mosquée, après la prière de 14 h à la mosquée de Hamdallaye Rond-Point. Les salutations d'usage sont reçues dans la famille mortuaire, domicile du défunt au quartier Hamdallaye, commune de Dixine. Paix à l'âme de l'illustre disparu. Amen. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'attention. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.